À l'origine de ce podcast, il y a une envie, celle d'enregistrer des histoires pour qu'elles ne s'effacent pas. Aujourd'hui, nous sommes abreuvés d'images et de récits. Nous nous mettons nous-mêmes en scène à peu près partout, tout le temps, sur Internet et les réseaux sociaux. Pourtant, il y a encore de très nombreuses histoires qui ne sont pas connues, qui ne sont plus racontées. Parmi celles-ci, parfois, il y a les histoires de nos pères. Leurs histoires sont tues, plus encore quand ils font partie des classes populaires, laborieuses, immigrées. Partager leurs histoires, redire leur courage, cela me semble important. Mais pour raconter ces histoires-là, il faut bien sûr les connaître. Et on ne les connaît pas toujours au fond. On les reconstitue par bribes ou par déduction. Lydia, elle, a eu la chance d'apprendre à connaître son père. Elle l'a interrogé sur sa vie, sur son exil, sur sa lutte quotidienne, sur la routine qu'il a connue. Puisque nous sommes issus de ce qui nous a précédés, connaître l'histoire de nos pères n'est pas anodin. Comme Lydia, je pense qu'il est important de s'y confronter et de les raconter avant que le monde d'avant, qui nous aide tellement à comprendre et à juger celui d'aujourd'hui, ne finisse par glisser définitivement dans l'oubli. Je suis Léa Specht et je vous propose d'écouter Lettres au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. Lydia m'a raconté l'histoire de son père, immigré italien arrivé en France par la montagne, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Papa était originaire d'Italie, un petit village en Italie, région des Pouilles, le sud de l'Italie, qui s'appelait Spinazzola. Son père était régisseur de ferme. Donc il grandit dans cet environnement de ferme, de personnes qui respectaient beaucoup son père, qui avait quand même une autorité comme ça assise. Il prend la décision de fuir l'Italie à 17 ans. Donc lui est né en 1930, on parle de 1947 à peu près. Alors il me disait qu'il n'avait pas fui, mais qu'il voulait mener une aventure avec des grands. Moi, je pense qu'il voulait prouver des choses à son papa, qu'il a fui cette autorité aussi. Avec ses deux autres copains, ils étaient partis pour l'Amérique, mais l'histoire va faire qu'ils s'arrêtent par hasard à Valenciennes, donc les mines du Nord. Le chemin va s'arrêter là, pour diverses raisons. J'ai jamais très bien compris le pourquoi ils n'avaient pas poursuivi après. Ils ont eu très vite ces autorisations de séjourner en France ils commencent à être mineurs de fonds. Très vite, il va aussi rencontrer ma maman, avec qui il aura 8 enfants. Et voilà, ils commencent leur vie, une vie de travail et de labeur pour tous les deux. Lui faisant très régulièrement double poste au fond de la mine pour gagner de l'argent, pour construire. En fait, il voulait vraiment construire dans le sens propre du terme. Il voulait construire une famille, il voulait construire des briques, c'est-à-dire une maison très vite. Il n'aura de cesse de dire « je veux ma maison ». Je ne veux pas habiter dans des corons, je ne veux pas louer. Mais pour ça, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail avec elle aussi, qui s'occupait des enfants à la maison pendant que lui était au travail et au fond de la mine.
Les doubles postes, c'était... Moi, j'ai le souvenir de voir partir mon père, ne pas le voir dans la journée, pas de souvenir. Donc, il était déjà en travail. Et j'ai le souvenir d'un au revoir à la porte où il repartait la nuit tombante pour être de nouveau à la mine de nuit. Alors, il se plaisait à me raconter que lorsqu'il avait commencé, il était tout jeune, il y avait, on pouvait être mineur de fond et occuper plusieurs postes. Et entre autres, il y avait ce qu'ils appelaient des bouts de feu. Et je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que c'est qu'un bout de feu? Donc il m'avait expliqué qu'en fait, il fallait des volontaires pour allumer les mèches, pour faire exploser les mines, pour en extraire le charbon. Et ça, c'était, à l'époque, c'était quand même un poste dangereux, qui était certes beaucoup plus payé, mais qui n'était pas confié à tout mineur, et que tout mineur ne voulait pas forcément faire. Et il était fier de me dire, moi, Tcho, j'étais bout de feu. Moi, je suis toujours en émerveillement de ce courage qu'ils ont eu. Pas que mes parents, hein. Cette époque-là, quel courage ils avaient. Une journée, c'était terrible. Surtout une famille de 8, quoi. C'était énorme. Enfin... La mère de Lydia décède lorsqu'elle a 5 ans. Ce décès laisse son père veuf à 38 ans. En fait, la maman était malade, elle avait un cancer de l'utérus. Et lorsque, à une énième hospitalisation, il l'accompagne, il va là-bas, mais elle ne revient pas. Très vite, il va devoir s'organiser. En étant seul ici en France avec tous ses enfants, ce travail très prenant. Et cette maladie aussi que lui avait, c'est-à-dire une maladie du cœur. Toute une organisation va se faire et autour de lui et autour d'une sœur aînée qui va nous prendre en charge pour l'accompagner dans notre éducation. Donc cette sœur qui, je dirais maintenant, et je l'ai très vite ressentie comme telle, va sacrifier une partie de son adolescence pour que l'on puisse quand même être autour du père. Un père très présent, tout en étant beaucoup au travail. Très patriarche, au fond, qui menait sa petite famille de façon très autoritaire. Et puis, sans être dans les mots, dans les émotions. Enfin, moi, j'étais toute petite, mais je le trouvais inaccessible. Et dès que je pouvais être proche de lui physiquement, c'était un cadeau que je recevais. Je me souviens de dimanche où il faisait sa sieste sur le canapé, où je m'empressais comme ça de me blottir comme ça à côté de lui et de regarder la télé le dimanche. Mais c'était vraiment des moments privilégiés, exceptionnels où voilà. Il me prenait pas dans ses bras, mais j'étais en proximité physiquement. Et je me souviens aussi de soirs où c'était un petit rituel aussi, pareil, qui paraissait tellement anodin, mais qui était tellement important pour nous, où on avait une petite table, il avait le jeu de cartes et on faisait des parties de cartes de découverte.
ou de Mani. Donc c'était le tour de chacun. Voilà. Qui va jouer avec papa, qui est en revanche, voilà. Et c'était un moment aussi privilégié. Bien sûr, il gagnait toujours, hein, mais on partageait ce moment avec lui. C'était des petites parenthèses dans la relation avec lui. Lydia se souvient de l'éducation stricte qu'a donnée son père, une éducation rigoureuse et distante, mais pleine de bonnes intentions. C'était une éducation avec les heures. On ne dépassait pas midi, c'était midi. Pour manger, 19h, c'était 19h pour dîner. Le coucher, c'était telle heure. On ne sort pas, on ne voit pas de copains. Enfin, il y a toute cette éducation hein, à l'italienne en plus. Il devait se sentir sécurisé, lui, de nous savoir là, contenus. Voilà. Ma tribu est autour. Et j'ai pas besoin d'être aux aguets. J'ai pas besoin d'être en veille. Je reste persuadée qu'il a cru bien faire. Je reste persuadée qu'il nous a aimés. Mal, peut-être, pas avec ce que nous on attendait. C'est-à-dire avec beaucoup de non-dits. Beaucoup de pudeur. Et j'aurais tellement aimé qu'il soit plus expressif pour donner cet amour. Ouais. Lorsque Lydia a 9 ans, son père rencontre une femme qui devient sa compagne et rejoint le foyer familial. Elle nous sera présentée, ou elle me sera présentée, ou elle se présentera, pour être plus clair, comme peut-être ma future maman d'adoption. J'avais 9 ans. 9 ans et demi. Donc, je vais commencer à voir mon père différemment. Je le verrai petit à petit exprimer des sentiments. Il commencera à être plus accessible, plus détendu, plus père en étant proche de ses enfants. Joyeux. Je pense sincèrement que c'est à cette époque où j'ai commencé à voir mon père sourire, rire, et puis où on pouvait être en famille. Le mot famille va prendre sens à ce moment-là. Et puis, malheureusement, la vie va les séparer. La vie va les séparer, elle va repartir de la maison. Mais on gardera, et il gardera toujours de bonnes relations avec elle. Donc elle part. Et puis les frères et sœurs, l'âge avançant, vont tous aussi partir. Prendre leur indépendance, se marier, enfin voilà. Et puis je vais me retrouver seule avec ce père. Moi j'ai donc 17 ans. Je suis la cadette, celle qui va rester auprès de ce père. Et on va construire une relation encore différente. Je vais commencer, essayer de l'apprivoiser. C'est un long chemin, ce sera un long chemin. Il y a une expression qui dit bâton de vieillesse. Moi, j'étais son bâton de vieillesse, mais lui aussi m'a donné beaucoup de force pour me construire et, mais oui, me battre dans la vie. Ayant beaucoup voyagé et aimant voyager, il me dit, si tu veux, on va aller là en Italie, on ira à Cannes. Et voilà, on faisait des voyages comme ça ensemble et on construisait cette relation nouvelle.
Je lui demandais en même temps de m'expliquer un peu l'histoire de notre famille, le pourquoi dans la chronologie, pourquoi il était parti d'Italie, comment il avait fait, comment il avait vécu, ressenti son travail de mineur, l'histoire de la famille. Parfois, je lui disais comment as-tu fait pour supporter? Il me répondait de façon très Tio, je n'avais pas le choix. On avait des heures de discussion comme ça, la fin d'après-midi. On avait des moments où on discutait de choses et d'autres, de ce qu'il ressentait, de son vécu, de notre relation. Et parfois je lui disais mais tu sais papa, lorsque j'étais petite, j'aurais eu besoin que tu me dises tu m'aimais. J'aurais eu besoin que tu me prennes dans tes bras et que tu me fasses un câlin. Il me regardait, là aussi, il me disait « Mais Tio, j'avais pas le temps. » Pour lui, l'essentiel, c'était le matériel, être bien habillé, avoir la maison, tout ce qui était de l'ordre de l'alimentaire. Mais là aussi, le temps m'a permis de le lui dire. Papa n'a pas voulu non plus nous apprendre l'italien. Alors là aussi, un gentil petit reproche, plus tard, en lui disant « Mais pourquoi tu ne m'as pas donné tes beaux yeux bleus et pourquoi tu ne m'as pas appris l'italien ?» Il m'avait expliqué qu'en fait, c'était aussi pour lui, et je pense pas que pour lui, pour beaucoup d'étrangers, d'Italiens, de Marocains qui étaient venus, d'Algériens. C'était aussi une façon pour eux de vraiment vouloir s'intégrer au pays dans lequel ils étaient. Parce qu'il y avait cette peur, on l'oublie facilement, mais cette peur de repartir, de se faire remettre dans un train. Ça, c'était dans l'esprit collectif. Hein. Si on n'avait pas de travail, on pouvait très bien reprendre un train, repartir, parce que les cartes de séjour n'étaient pas valables tout le temps. Il fallait faire des contrôles, il fallait avoir un travail, il fallait bien... Voilà. Et ça a participé. Tout ça a participé à cette éducation stricte qu'il donnait. Être immigré en France à cette époque-là revient souvent à se taire. Taire sa langue, taire les humiliations, taire les difficultés. Tout ça pour pouvoir rester, même dans le noir des mines du Nord. Le père de Lydia ne lui a pas appris l'italien, mais il lui a enseigné un autre langage, appris chez lui dans les Pouilles, celui de la cuisine, des casseroles qui crépitent, des plats qui mijotent, des cris du marché. C'est lui qui m'a appris à cuisiner. Il avait une passion pour la cuisine. Il cuisinait très bien. Il me disait viens voir Tio. Et puis il ouvrait comme ça le couvercle du faitout. Il avait commencé à cuisiner quelque chose. Et puis il pouvait être 15 heures, peu importe l'heure. Il fallait que je goûte et que je lui donne un avis. C'est lui qui m'a transmis cette passion pour la cuisine, du légume, du fruit, de la matière première. Il adorait faire le marché et venir et me déballer tout ce qu'il avait acheté au marché. Je pense que ça lui faisait du bien de me transmettre parce que ça lui permettait aussi de se replonger dans des doux souvenirs comme ça de son enfance. Ce noir dans lequel il s'est mis plongé a dû être un contraste aussi énorme par rapport à cette lumière qu'il avait là-bas, ce soleil. Et d'ailleurs, lorsqu'on repartit en Italie ensemble, où on a eu dans sa famille, voir mon oncle, mes tantes, je le voyais tellement différent. Voilà, il retrouvait ses racines, il retrouvait sa famille.
il retrouvait sa cuisine, la cuisine, avec tous ses produits, ses grandes tablées dans les vignes. Enfin, c'était tout un... J'ai eu cette chance aussi de partager ça avec lui. Mes frères et sœurs ne l'ont pas eu. Moi, j'ai eu ce privilège de vivre ces moments avec lui, ces voyages avec lui. Au-delà des voyages et des moments de transmission, Lydia m'a aussi raconté un quotidien très routinier, insuffisant pour la jeune femme qu'elle était et qui rêvait de vivre sa vie. Moi, mon quotidien, c'était on se lève le matin, on lave la maison, on cuisine, on va au marché si on doit aller au marché, on déjeune et puis l'après-midi, petit temps de pause et on recommence la journée avec de la broderie, de la couture. C'était toute une époque comme ça, où voilà. Il y avait un côté en même temps très sécurisant par les habitudes, mais en même temps comme si on regarde par la fenêtre ce qui s'y passe et cette envie d'aller explorer le monde. Le moment où je suis partie de la maison, c'était un moment où oui, je commençais à sortir et où il n'entendait pas. Ça, j'avais beau lui avoir expliqué, écoute papa, je viens d'avoir 20 ans, je vais vivre autrement, je vais vivre autre chose. Je vois que ça ne te convient pas, je pars. Il a fallu que je me fasse violence. Il a fallu que je fasse mes valises. Je savais que si je ne le faisais pas ce moment-là, je ne le ferais pas. C'était comme s'il y avait un truc qui se mettait en place. C'est maintenant. Donc je suis partie. Et il était en colère. Du coup, pendant plusieurs mois, on ne se voyait plus. J'étais très malheureuse, mais je l'ai fait. Et puis avec le temps, les choses se sont remises petit à petit, où je suis revenue. Je continue à m'occuper de lui, mais je n'habitais plus là. J'avais ma vie en dehors de lui. Donc après, voilà, je vais rencontrer moi-même mon mari, celui qui deviendra mon mari. Et puis, je vais m'émanciper complètement, tout en prenant soin de continuer à garder cette relation avec lui, aller le voir tous les jours, lui faisant ses courses, l'invitant le dimanche. Il y avait un besoin de cette relation, pour me concernant et le concernant aussi, bien sûr. Et puis voilà, lui, son état de santé continuera aussi de s'aggraver. Et puis, on recommencera aussi à venir habiter chez lui régulièrement. Après ses opérations, parce que bien sûr, il a été opéré à cœur ouvert, mais il a aussi vécu d'autres interventions. Sa silicose, maladie des mineurs, s'aggravera, donc de plus en plus de mal à se mouvoir. Les médecins nous disent qu'ils ne pourront plus intervenir chirurgicalement parlant, qu'il faudra l'accompagner. Donc impossible et inconcevable pour moi de dire nous allons le mettre dans une maison médicalisée. Les derniers mois de sa vie seront chez nous. Mais le dernier mois sera à l'hôpital, où il terminera sa vie tout doucement, accompagné en soins palliatifs, mais en service de cardiologie. Les derniers mois terribles, hein. Vraiment, où tu es en état d'épuisement, où tu vois l'autre se décharner comme une bête à l'agonie. C'était terrible. De le voir comme ça, c'était de l'ordre de l'insupportable. Où tu dis, maintenant, il faut que ça cesse. Où tu demandes aussi au médecin.
où tu finis par dire docteur, est-ce qu'on ne peut pas débrancher? Et où on te dit, est-ce que vous êtes sûr? Et toi qui réponds oui, mais toi tu sais pas à quoi elle sert cette pompe, au fond. Tu sais pas. Ce qui maintient ce souffle encore. Tu sais pas que c'est ça. Et où il te répète, est-ce que vous êtes sûr? Où on se regarde, où tu dis oui. Et ils prennent le téléphone, ils téléphonent au médecin des soins palliatifs, et puis ils reviennent, puis ils disent, bon, on va faire le nécessaire. Tu retournes dans la chambre, mais avant on te dit qui reste dormir ce soir. Toi qui t'accroches, comme je me suis accrochée pendant des années, des mois, avec papa, en me disant il ne peut pas partir sans moi. Et tu dis c'est moi, ou on te répond madame vous êtes en état d'épuisement, non il faut repartir. Mais là aussi tu ne sais pas pourquoi on te dit ça. Et tu dis si je veux rester, je resterai aussi cette nuit. Ou tu rentres dans la chambre, où ton frère te salue, il te dit bon au revoir, ciao, à demain. Et tu te retrouves seule avec une infirmière qui est là, et où on a enlevé cet appareil. Et à qui tu dis j'en ai pour 5 minutes, je vais changer la voiture et puis je reviens. Hop, tu reviens, et l'infirmière qui te dit madame, il vous attend, il part. Et à ce moment-là, l'accompagnement des 2 dernières minutes, voilà, se fait avec elle, toi, qui prend ton père dans les bras et qui lui dit « Maintenant, tu peux partir, je suis grande, tout ira bien. » Ce père a été un modèle Il a eu beaucoup de courage, même d'abnégation, je dirais, pour mener cette vie de lutte. J'ai envie de dire qu'il a toujours été fort de combat, de dire je resterai droit, quoi qu'il arrive. Jamais il n'a failli, jamais il n'a abandonné ses enfants. Il a commis des erreurs, mais pas consciemment. Il ne les a pas faites. Oui, il voulait rester droit. En fait, c'est ça. Tout ce parcours d'éducation, de vie ensemble, de fin de vie ensemble, d'accompagnement, de dialogue, on fait qu'il est parti, je n'ai pas eu de mal à faire le deuil. Moi qui croyais ne pas pouvoir lui survivre, moi qui pensais ne jamais pouvoir faire le deuil s'est fait sereinement et relativement vite parce que je n'ai pas eu de regrets. On s'est dit les choses, il m'a donné des explications, on s'est dit le bien entre guillemets et le mal entre guillemets de ce qu'on avait vécu ensemble. Voilà, on avait construit des choses ensemble, on avait rétabli, on avait... oui, on s'était réparé. Je reste persuadée que si nous n'avions pas eu ce privilège-là, si on ne s'en était pas donné les moyens, lui comme moi, hein, pour le coup,
je n'aurais pas eu ces souvenirs de bonheur qui me seraient revenus plus souvent que ceux de la souffrance qu'il avait eue et ces manques que moi j'avais eus. Je reste persuadée qu'il n'est jamais trop tard pour construire ou reconstruire quelque chose. On peut être toujours à dire vous n'avez pas fait ça, je n'ai pas eu ça, Essayons de savoir le pourquoi. Pourquoi un parent est incapable d'aimer ou n'a pas les moyens d'aimer? Pourquoi un parent est absent? Il y a toujours une raison, bonne ou mauvaise, mais il y a une raison. Et le fait d'avoir une réponse apaise. Parfois, il m'arrive de parler avec les uns et les autres, hein, et je dis, mais vous avez une chance. Quelle chance vous avez d'avoir vos parents. Profitez de ces moments. Allez chercher les réponses. Posez les questions. Il n'est jamais trop tard. Papa me disait parfois, je ne comprends pas, tu es la seule à me poser ce genre de questions. Je lui répondais, mais papa, avant de construire les murs comme tu veux, j'ai ma maison. J'ai besoin de construire ma vie intérieure. Et pour ça, il me faut des réponses. Et c'est ce qui va me permettre d'avancer dans la vie. Lydia a eu la chance de découvrir son père à nouveau, une fois adulte, en habitant seule avec lui et en prenant soin de lui alors qu'il était malade. De ce qui pourrait être uniquement considéré comme un sacrifice, elle a su tirer une véritable relation. Cette histoire me fait dire que tout n'est pas toujours plié. Ce qui nous lie à nos pères ne se joue pas uniquement avant nos 18 ans. Quand l'envie est là, bien sûr, il y a des relations qui se réparent et des liens qui se resserrent. Il y a même des relations qui se créent. Et si on ne se laissait pas porter par la routine d'une relation qu'on ne creuse pas, pour apprendre à connaître son père quand c'est encore possible, pour se faire conter ces histoires, justement, qui conduisent aussi aux nôtres. Lydia, elle, a eu le temps de tout dire à son père de son vivant. Mais voilà tout de même ce qu'elle lui dirait aujourd'hui, si seulement elle le pouvait. Tu m'as donné ce que tu pouvais me donner, n'ai aucun regret. S'ils m'entendent là-haut, oui, je veux qu'ils sachent que... Oui, je lui dis merci, simplement. Et j'espère qu'il en paie. J'aurais envie de lui dire, j'espère que maintenant, auprès de maman, vous avez le bonheur auquel vous aviez droit tous les deux. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont pas eu. Je laisse Lydia conclure cet épisode et nous conseiller d'interroger nos pères avant qu'il ne soit trop tard. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père. N'attendons pas que les souvenirs s'effacent. Donnons-nous les moyens d'essayer. Si ça marche, c'est du bonheur. Si ça marche pas, on n'a pas le regret de ne pas avoir essayé. Je pense.